Bon, Jean-Pierre Michel, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à Viry-Clessay. Belle appellation du Mâconnais, la première, on va dire, en descendant la côte. Je vous laisse expliquer un petit peu où on est, sur quelle commune, et puis un petit peu ce que vous faites, vous, sur votre commune. D'accord. Alors, ici, on est donc en plein cœur de la jeune appellation Viry-Clessay, puisque c'est une appellation qui a vu le jour en 98, donc qui va bientôt fêter ses 20 ans. Donc on est en plein cœur du petit hameau qui s'appelle Quintel, un hameau géographiquement qui est à mi-chemin entre Clessay et Viré, mais géographiquement et administrativement rattaché à Clessay. Donc moi, l'essentiel de mes 8 hectares et demi sont situés sur Quintel. Donc je suis vraiment au cœur de ce terroir. Donc moi, je suis installé depuis 80. D'accord. Je suis à ma 30... je ne sais pas compter. 36e vendange, voilà, c'est ça? 36e vendange hein, sur 2017. Donc j'ai longtemps été sur Clessay à la tête d'une structure familiale et dans les années 2000, j'ai dû, pour raison familiale, redémarrer sous mon propre prénom et j'ai reconstruit donc ce bâtiment au milieu des vignes en 2007, hein, puisque j'ai redémarré sous mon propre prénom sur le Vélizy 2004. D'accord. Voilà. Et au niveau des 8 hectares de vignes que vous avez ici, au niveau de la répartition, vous faites exclusivement des blancs? Alors, on est effectivement sur des sous-sols argilo-calcaires qui sont quand même des terroirs de prédilection pour le chardonnay. Donc moi, je ne fais que des vins blancs. Historiquement, il y avait quelques parcelles de rouge. Très franchement, on est sur des terroirs où je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler sur le chardonnay. Donc moi, sur ces 8 hectares et demi qui sont situés à 200 mètres d'ici sur le premier coteau soleil-levant, hein, on est à 2 km à vol d'oiseau de la vallée de la Saône. Donc une belle exposition soleil-levant, une belle précocité. Souvent, à la veille des vendanges, ce contraste entre un bel ensoleillement et la rosée du matin qui nous donne des belles richesses, parfois même des vins assez riches qui peuvent même flirter l'opulence, hein, avec parfois des légères, voilà, qui est le précurseur de ce style de vin. Donc sur ce premier coteau de Quintel qui fait à peu près 800 mètres de long, il est coupé en son milieu par une route. En dessous de la route, on est donc sur mes premiers vins, les Mâcon Village des terroirs de Quintel. Et au-dessus de la route, on passe sur les Viry-Clessay. Donc les Mâcon Village, pour moi, ça correspond à un petit peu plus de 2 hectares de vignes. Et les Viry-Clessay à 6 hectares et demi. Répartis donc entre cette cuvée principale qui est vraiment mon cœur de gamme, hein, c'est le cœur du coteau de Quintel. Donc c'est une cuvée qui réunit à peu près 5 hectares de vignes. Et puis l'extension sud du coteau de Quintel, bon, c'est un secteur qui touche Quintel, on est 500 mètres au sud de Quintel. Il y a un coteau qui finit un peu plus en plateau, plus calcaire, un peu moins exposé au vent du nord que Quintel, parce que Quintel surplombe Viré, donc c'est important ce vent du nord, parce que c'est ce qui va donner cette précision, relever un peu la minéralité, parce que sur des concentrations qui sont parfois assez importantes, et ben ce support, minéralité... garde de la fraîcheur, garde de la tension. C'est très très important. Voilà. Moi, c'est vrai, quand j'ai découvert l'appellation Viry-Clessay, ce qui est toujours extraordinaire quand on dit ça la première fois, c'est en premier lieu cette richesse, ces chardonnays mûrs qu'on a de moins en moins l'habitude de voir, et toujours cette tension derrière qui va conduire à le vin. Et Viry-Clessay, pendant des années, on disait que c'était des vins qu'il ne fallait pas trop attendre, qu'il fallait consommer assez rapidement. On a des belles surprises aujourd'hui sur des bouteilles assez anciennes, sur des choses un peu mielées, toujours cette fraîcheur comme ça. Et c'est vraiment super, c'est vraiment super. Par rapport au Mâcon Village et au Viry-Clessay, au niveau des traitements, comment vous traitez les raisins? Est-ce que vous avez une différence de traitement? Je pense par exemple en vinification, sur les élevages. Est-ce qu'il y en a qui sont élevés plus longtemps Alors, il est évident qu'on aura toujours plus de complexité sur les vins issus de terroirs de Viry-Clessay. Ceci dit, moi déjà à la vigne, les façons de travailler sont les mêmes. Je n'utilise pas d'herbicide, je fais que du travail de sol. Donc je dirais que je fais du travail de fond sur l'ensemble de mes vignobles. Mâcon Village en Viry-Clessay ou Viry-Clessay. Je n'ai pas de travail à 2 vitesses. Hein. Tout est vendangé manuellement. Donc je travaille en pressurage grappe entière.
J'essaye effectivement, comme vous le disiez, de ramasser des raisins mûrs parce que pour moi, la maturité physiologique est importante. Je ne parle pas de surmaturité. J'ai aucune volonté de faire des vins à sucre résiduel pour la bonne et simple raison que sur mon terroir, sur certains millésimes, les vins regorgent sans que je le cherche. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de respecter évidemment des règles de travail à la vigne, en cave aussi, le moins d'intrants possible, pas de levurage, pas de chaptalisation. Ces deux terroirs issus de Quintaine sont vinifiés uniquement en cuve, mais il est évident que du fait de cet écart de complexité, les Mâcon-Village naturellement vont se vinifier un petit peu plus vite et souvent peuvent être mis en bouteille à peine un an après la récolte, voire parfois 10 mois dans les millésimes où les fermentations évoluent plus vite. Pour les vies réclessées, c'est souvent au minimum un an, voire quelques mois de plus. Puisque comme je vous l'ai expliqué, moi je travaille avec l'équilibre naturel et c'est vrai qu'il faut parfois être patient. Idéalement pour moi, les mises en bouteille c'est à la veille des vendanges suivantes. Ceci dit, parfois les vins ont besoin de quelques mois ou plus, donc quand c'est le cas, je les laisse s'affiner dans les cuves qui sont derrière nous et je procède à la mise en bouteille quand le vin est prêt. C'est pas quand j'en ai envie, c'est le vin qui décide chez moi. Voilà. On va aller voir tout à l'heure un petit peu les vignes. Je sais que vous avez une parcelle de vignes centenaires sur le domaine. Au niveau justement de ces conduites de vignes, c'est ce qu'on va voir. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé en venant chez vous. Vous faites encore des labours, certainement des labours à cheval. Non. Alors, les labours à cheval, j'ai effectivement travaillé certaines de mes parcelles à cheval. Et mon ami Laurent, dit qui avait une jument qui s'appelait Coquette et qui était particulièrement performante dans les vignes, l'a perdue l'année passée, a remis une jeune jument en route qui est encore très jeune parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc en ce moment, toutes mes vignes sont travaillées au tracteur. D'accord. Voilà. Donc, au niveau justement des bouteilles, vous produisez combien de bouteilles sur là aussi, c'est pas mathématique, parce qu'on a des années où la nature nous a montré qu'elle est vraiment la patronne. C'est pas nous qui décidons, c'est elle qui décide un peu le niveau de récolte. Ceci dit, évidemment qu'on a notre carte à jouer sur la maîtrise des rendements. Moi, je travaille sans aucun amendement, quel qu'il soit, avec l'équilibre naturel du sol. Alors les rendements, je dirais que là, ça va aller de 40 à 60 hectolitres hectares. La bonne moyenne sur l'appellation vie réclessée, c'est vrai que si on est à ce qui était le rendement de base, 55 hectolitres, c'est ce qui nous permet quand même d'avoir des vins de caractère, des belles richesses, et pas non plus forcément de tomber sur des choses trop extravagantes, de trouver un compromis. Donc sur mes 8 hectares et demi, ça va aller de 40 à 60 et quelques mille bouteilles, selon le millésime. On a eu quelques millésimes, je dirais, sévères, sans gros pépins climatiques chez nous. On fait partie des bourguignons, on va dire, heureux, jusqu'à maintenant. Bon, je sais pas, demain matin il est dansé de la grêle, donc on touche du bois. Mais pour le moment, tout se passe bien. Ceci dit, 2012-2013 ont été des années floraison, un petit peu de maladie, et puis des années, compliquées à gérer. Donc avec des rendements quand même pas forcément très importants par rapport à ce que voilà. Le bon compromis, c'est pour moi, comme je vous le dis, d'avoir un raisin mûr, représentatif de son terroir. Bon, après, c'est ce qu'on cherche tous. Et puis surtout, selon ce dont tout le monde vous parlera, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, peu importe que les vins soient secs, qu'ils aient un peu de sucre résiduel. Ce qui est important, c'est quand on prenne un verre, qu'on ait quelque chose d'harmonieux dans la bouche. Ça, c'est évident. Voilà, donc là, on est sur ce 2016. Donc là, aucune intervention depuis les vendanges. Évidemment, beaucoup de surveillance. Par contre, vous voyez, sur ces vins, donc là, on est sur un petit essai, justement, sur ces quelques fûts. Je vous disais que le terroir de Quintaine, je l'ai vinifié essentiellement en cuve. Par contre là, on est sur des petits essais de vinification en flux. Et on peut très bien voir que le gros avantage d'une vinification en flux, c'est cette micro-oxygénation naturelle qui va faire que les
vins travaillent de façon très confortable. Les levures, là, elles travaillent à plein poumon. C'est sûr que dans une cuve, un récipient un petit peu plus hermétique, la micro-oxygénation pour les levures est un tout petit peu plus compliquée. Voilà, donc ce millésime 2016, ça a été quand même compliqué jusqu'à la mi-juillet, puisqu'on avait un temps très incertain, une pluviométrie assez importante, une présence de champignons dont le mildiou qu'on redoute aussi sur mon terroir. Par contre, on a eu une fin d'été exceptionnelle, deuxième quinzaine de juillet, août, septembre, première quinzaine d'octobre, très ensoleillé. On a ramassé les raisins mûrs avec des beaux équilibres et les vins qui devraient être des vins pleins et en même temps garder une toute fraîcheur. Donc, ce qui est assez particulier quand on vient ici, c'est que les élevages, vous ne les faites pas forcément dans des 228, dans des pièces classiques. Pourquoi ce choix de s'orienter sur des contenants un petit peu plus gros? Alors, moi j'ai longtemps travaillé avec des fûts de 228 litres, donc la pièce bourguignonne. C'est vrai que le problème des récipients comme la pièce, c'est qu'on a tendance à avoir une empreinte du bois un petit peu plus marquée. En passant sur des 400-500 litres, après je ne connais pas, donc j'en parlerai pas, on a quand même à peu près la même épaisseur de bois, donc une micro-oxygénation qui facilite vraiment l'équinification, et donc un peu plus de volume, moins de surface de contact, donc une présence beaucoup plus discrète du boisé et surtout un meilleur respect des terreaux. Au niveau des choix justement de chauffe et de tonnerie, vous travaillez avec plusieurs tonneries sur le domaine? Alors, pour le moment, je travaille principalement avec un de mes voisins, c'est l'Argo GBA Romanèche. Après, là aussi, tout dépend du tonnelier, la façon de cintrer et évidemment l'origine des bois. Je pense que quel que soit le tonnelier, la constante, c'est l'origine des bois. Moi, j'aime bien les grains sur les vins blancs assez fins. Donc, je travaille principalement avec les forêts d'Allier, Troncé et les environs. Parce que Troncé n'est pas une forêt non plus inépuisable. C'est ça, Troncé, on voit dans beaucoup de domaines. Si tous les domaines qu'on voit ont tous du Troncé dans leur cave, la pauvre forêt, bientôt un parc. Exactement. C'est un monument historique, oui. Donc on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc je suis principalement effectivement les essences de l'Allier et puis également une autre essence qui est Jupy, c'est dans la Sarthe, qui donne des... je dirais qui respecte beaucoup le terroir. Parce que moi ce que je cherche surtout, c'est le fût doit être un support, mais ça ne doit jamais prendre le dessus sur le terroir. Ça doit être un révélateur de terroir, ça ne doit jamais être un inhibiteur de terroir. Donc ça c'est la cuvée subcalcaire. Alors là, on est sur un quintaine, les sur le calcaire sont juste à côté. Ça c'est donc sur quintaine, je l'ai dit, je vinifie principalement en cuve pour garder cet éclat, cette fraîcheur. Ceci dit, sur les terroirs les plus complexes, effectivement tous les terroirs ont un petit peu plus de calcaire. Volontiers, je travaille en fût pour essayer justement de dompter un petit peu plus ce côté minéral et de travailler sur la complexité du terroir, effectivement. Donc là, les alcooliques sont terminés, les malos sont terminés, et la grosse force de 2016, ça sera une plénitude, mais avec cette fraîcheur de millésime quand même, un petit peu plus tardif. C'est pour ça que les millésimes tardifs, je ne les redoute pas. Le plus le raisin reste longtemps sur la souche, le plus on fera de la complexe. Je n'ai pas dit puissant, parce que pour certains, il n'y a que la concentration alcoolique. Ce qui est plus important, c'est plutôt la concentration des arômes, de tout ce qui est terroir, plus qu'un strict niveau d'alcool. Parce que ça, à la limite, c'est surtout pas ce qui m'intéresse. C'est pour ça que moi, la chaptalisation, il y a un peu plus de 30 ans que je travaille, je ne sais pas ce que c'est que la chaptalisation. Bon alors Jean-Pierre, on est où là? Alors là, on est donc en plein cœur de Quintaine, donc juste au-dessus des Mâcon Village. Là, on est vraiment sur plein cœur de ce coteau de Quintaine. Là, sur un lieu-dit qui s'appelle Les Bollons,
où j'ai cette vigne là, qui a un peu plus d'expérience que moi, puisqu'elle était centenaire dans les années 80 quand j'ai commencé à travailler. Donc vous rajoutez aujourd'hui, pour elle c'est bon signe, parce qu'elle est encore plus vieille. Pour moi, vous l'interpréterez comme vous le souhaitez, évidemment. On en a parlé un petit peu en off comme ça. Vous faites des sélections massales? Alors, moi je fais partie des gens effectivement qui produisent encore leur propre plan de vigne sur la base de sélection massale. Donc vous voyez par exemple celle-ci, ce cep est marqué avec cette ficelle, puisque simplement tous les ans à la veille des vendanges, on sélectionne quelques parcelles de vignes qui ont entre 30 et très vieilles, comme celle-ci, où on repère des ceps, alors où visuellement, non atteints de quelques symptômes que ce soit, de cournouée et ainsi de suite. Et également, on déguste une baie, alors on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est un petit poteau, voilà, mais où on sent des parfums d'un chardonnay légèrement muscaté. C'était une des particularités de bon nombre de nos vieilles vignes, et de garder vraiment une typicité qui nous est propre. Je pense que c'est très important. Le terroir, le matériel végétal, et essayer de ne pas tomber dans le vin qu'on va trouver, le chardonnay très bien fait, mais qui aura peut-être une âme qui ne sera pas la même. On le disait tout à l'heure sur les vignes du domaine, quel est un petit peu pour vous le mot d'ordre dans la conduite des vignes? Le mot d'ordre, c'est d'essayer de respecter au maximum le terroir. Je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui conscience d'avoir une approche environnementale très importante. Donc moi je travaille sans herbicide, sans intrants, je dirais, à mon humble avis, pas nécessaire, donc que du travail de sol. Je travaille encore en butage, en débutage, en sarclage. Là vous voyez que ça va être temps d'intervenir, dès que les relevages vont être terminés. On va donc essimer, coupler donc sur le tracteur avec les intercepts pour faire un travail propre, laisser en même temps une petite bande d'herbe au milieu par rapport à l'érosion pour ne laisser pas trop de sol nu non plus. Et puis je pense que pour moi, tout au long de l'année, il est important, à travers nos façons de travailler, de donner une image qualitative, à tout point de vue, pas qualitative au niveau norme, mais au niveau, comme je vous le disais, respect de l'environnement, respect de l'amateur de vin, surtout respect du produit, et puis quelque part de moi-même. Parce que vous savez, je pense que si je ne me respecte pas moi-même, je ne respecte rien. Et je crois que c'est très, très important. Surtout pour, voilà, on est aujourd'hui au niveau d'une appellation communale, on commence à entendre parler de premiers crus en Mâconnais. Il ne faut surtout pas que ce soit que de la spéculation financière, il faut que ce soit un travail de fond, un respect du fond du métier. Et ça, je pense que ça peut, c'est tout à fait possible, mais il faut qu'il y ait des vignerons engagés et qui soient convaincus de certaines façons de travailler, et puis qu'on soit tous en phase pour donner une bonne image de notre produit, tout simplement. Alors vous le disiez, là il va être temps de rogner. Cette année le millésime se présente sous un jour plutôt clément. On a quoi, 2 semaines? 2 semaines d'avance? Alors, tout dépend par rapport à... Mais effectivement, on a eu une année très controversée, puisque fin avril, il a fait très froid, alors qu'il avait fait très chaud début avril. Bon, début avril, tout le monde était d'accord pour dire on va vendanger début septembre. Fin avril, tout le monde disait ça sera non pas fin octobre, mais début octobre. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a un temps exceptionnellement chaud, et nous concernant, on a eu quand même quelques orages, de l'eau. Donc la vigne, elle a littéralement explosé. Donc là, en ce moment, elle mène un petit peu la vie dure aux vignerons et surtout à son équipe. Mais bon, on se serre les coudes, on tape dans la butte, et dans 15 jours, toutes les vignes seront complètement relevées, complètement sarclées, et on aura oublié ce passage un petit peu intense. Mais oui, vous parliez de vendange. C'est clair que si le temps continue comme ça, ça sera peut-être plus à la mi-septembre qu'à la fin septembre. Mais vous savez, le temps est tellement... Enfin, la nature est tellement excessive que je ne peux pas vous dire ce qui se passera aujourd'hui, clairement. Si on devait
finir sur quelque chose, une note par rapport à l'appellation. On le disait, on avait commencé par ça. On va fêter l'année prochaine les 20 ans de l'appellation de Viry-Clessé. 150 millions d'années d'histoire, depuis le Jurassique jusqu'à l'arrivée des Alpes, et puis justement tous ces monts du Mâconnais qui sont ciselés. Le Viry-Clessé, pour vous, le Viry-Clessé de demain, c'est lequel? Alors, vous venez de le dire, hein, 150 millions, vous avez dit? C'est ça. D'histoire, Ouais. 20 ans d'existence. Ouais. Qu'est-ce que c'est 20 ans d'existence? Ouais. Hein, je pense qu'on n'est surtout pas arrivé dans notre très jeune appellation. Hein, on doit confirmer encore plus tous les ans et se dire qu'effectivement tout se passe bien au bout de 20 ans, mais les cartes sont dans nos mains et c'est vraiment à nous de continuer, de confirmer au niveau des façons de travailler, au niveau de tout ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, pour continuer à crédibiliser une image qualitative, un produit de plaisir pour l'amateur de vin, et ben voilà, essayer d'entretenir cette image qualitative, et surtout, on est loin d'être arrivé. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. À bientôt. Ben, j'espère.